Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Midget 3A est la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser avec Zachary Mercier. Merci à la chaîne YouTube des Sénateurs pour l'extrait vidéo audio. Cette portion d'émission présentée par Stonemount Retirement Lifestyle en compagnie de Zachary Mercier qui a eu une plume très active dans le quotidien Le Droit. Un article qui fait réagir, l'entretien avec Luc Chénier qui a éclairé un peu l'état de sa pensée avec notre entretien juste avant la pause. Mais reste que, provenant du gars qui a encore une fois, été joueur, descripteur, analyste, a été mêlé à l'organisation durant tout le temps. Je suis sûr et certain que c'est un cri du cœur qui va être perçu et entendu, je l'espère, au deuxième étage des Olympiques, là. Bien, c'est certain que les gens l'ont lu. Je crois que le message est bien rendu, le message est passé. Après ça, de quelle façon ils vont réagir, c'est là, c'est là qu'on n'a pas trop de contrôle là-dessus. Mais je pense que c'est exactement ça. Écoute, j'ai approché Luc, comme il l'a mentionné, pour écrire un article un peu par rapport à ça, parce que je me suis questionné, puis je suis allé voir un peu, j'ai fouillé, j'ai fait beaucoup de recherches pour aller chercher des statistiques, véritablement éplucher là, un peu différentes façons dans les 10 dernières années. C'est pas compliqué, c'est 4 directeurs généraux, 6 entraîneurs-chefs en 10 saisons. On a quand même passé pas mal de joueurs aussi là-dedans. On a simplement réussi à terminer 2 fois parmi les 10 premiers de la Ligue. En fait parmi le top 9. Le 10e position, on a réussi à faire ça une fois. C'est le 3e meilleur résultat. On a quand même terminé au 14, 15 et 16e rang aux 5 fois sur 10. Écoute, c'est quand même assez exceptionnel quand même. Puis on se retrouve avec on est la 4e équipe qui a récolté le moins de points depuis la saison 2016-2017, donc depuis le départ de Benoît Gros à la tête des Olympiques de Gatineau. Simplement 5 points devant le Dracard de Bécomo, qui a connu quand même son lot de difficultés au fil du temps d'attirer certains joueurs. Bref, pas pour relater l'article au complet, mais ça a quand même été... ça m'a permis moi-même de découvrir certains trucs, certaines choses sur les 10 dernières années de cette équipe-là. Puis, comme Luc l'a mentionné, je pense que tout le monde veut voir les Olympiques gagner. Je pense que la Gatineau au complet bénéficie de ça. Quand les Olympiques ont une formation gagnante, tout le monde y gagne. On sent qu'il y a une ambiance. Le centre Slush Poppy, c'est un endroit spécial. L'organisation des Olympiques, c'est une organisation dans laquelle j'ai grandi à les regardant aller. Donc, écoute, c'est certain que tout le monde souhaite le succès de cette organisation-là. Oui, mais à quel prix et comment on va s'y prendre, puis de quels moyens. Puis je commence encore une fois avec ce que je disais avec Luc tantôt, c'est est-ce que ça commence justement au top de la pyramide et est-ce qu'il, selon toi, encore, je ne veux pas te mettre dans une position, là, je sais que tu as des relations et tout ça, là, mais est-ce que ça serait peut-être le temps de commencer à penser, pas faire le ménage, mais à clarifier un peu le rôle de tous et chacun, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de monde qui veut s'approprier, comme j'ai dit à Luc tantôt, une chaise qui n'est pas la leur, avec le nombre de propriétaires qu'on voit. Encore une fois, le plus grand des respects à ceux qui ont sauvé le club et qui sont encore là pour diriger le club, qui mettent l'argent dans les poches. Mais as-tu cette impression-là, sans vouloir te mettre dans une position précaire, là? Bien, peut-être que ça va permettre une certaine introspection, peut-être à certains. Ouais. Écoute, de voir peut-être certaines statistiques au-delà de peut-être des commentaires. C'est simplement que, écoute, quand on regarde les statistiques aussi, souvent on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, évidemment, mais ça demeure quand même que certaines statistiques, on peut ignorer un peu de ceux, justement, notamment ceux que je t'ai mentionné un peu plus tôt. C'est quand même, pour une équipe junior, qu'on tente souvent de créer une certaine culture. Puis c'est certain qu'en ayant changé du centre Robert-Gartin à l'Arena Slush Poppy, c'est une nouvelle ère un peu. On n'a pas semblé depuis ce déménagement-là, puis même un peu avant, se réapproprier un peu le centre Slush Poppy de cette façon-là. On l'a vu dans les 2 années où est-ce que on a terminé au 5e et 3e rang du circuit. On s'est rendu quand même dans le carré d'as en demi-finale. On n'a pas fait de finale depuis 2011 quand même aussi. On n'a pas gagné le championnat depuis 2008. Ça demeure parmi les plus longues disettes du circuit. C'est peut-être de se réapproprier un peu ça. Puis je pense que justement, ça peut être une façon de faire une rétrospective puis d'un peu tout le monde se regarder dans le miroir. Puis écoute, rendu là, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas là qui va prendre nécessairement ces décisions-là. Mais je pense qu'écoute, les gens aiment les Olympiques de Gatineau. Je pense que ça fait aucun doute. Je pense que tout le monde veut que cette organisation-là connaisse du succès. Puis est-ce que ça passe par revoir certaines façons de faire, revoir de comment on approche certains types. Le hockey junior est tellement en changement présentement que des fois, c'est difficile de se projeter un peu. Mais écoute, voyons voir ce que cette équipe-là. Puis je pense que tout le monde souhaite simplement que cette organisation-là nous surprenne et est capable de rebondir parce qu'elle l'a fait par le passé. Ça a déjà été une très grande organisation.
situation. Donc, écoute, elle est certainement capable d'y retourner un jour. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Serge Haché. J'espère qu'il en a passé une très bonne. Lisez l'article dans le quotidien Le Droit sous la plume de Zachary Mercier. 11-2-2 alors 15 derniers pour les Sénateurs. Un autre gros week-end. On a trouvé 2 matchs différents, on va l'avouer. Contre les Sharks, c'est pas nécessairement top niveau, mais on a fait ce qu'on avait à faire dans un 2-en-2. Comment tu as aimé ce qu'on a vu en fin de semaine des Sénateurs? J'ai beaucoup aimé, puis encore une fois, tu sais, je pense que c'est le mot qui est revenu, surtout pour le deuxième match, et on trouve des façons de gagner. Je pense que plus souvent qu'autrement, cette année, on a trouvé des façons de perdre. Mais des façons de gagner, on n'en a pas trouvé souvent. Puis là, depuis les 15 derniers matchs, écoute, on en trouve des façons de gagner. Puis c'est beau à voir. C'est une équipe qui, justement, semble en mission. Tout le monde a un peu acheté le plan de match de Travis Green. On sait que c'est une équipe qui est très focus. On le sent. La confiance règne, là. Les joueurs, en fin de semaine, là, ça a chanté We Want Playoffs dans les gradins. Puis les joueurs ne sont pas cachés en disant les partisans devraient le dire. Ils doivent le dire. Écoute, on sait qu'on est une équipe qui peut participer aux séries. On est en pleine confiance. On sait qu'on est capable de participer à ça puis de participer aux séries éliminatoires pour une deuxième saison de suite. On a une assez bonne équipe. On est meilleur que notre position au classement. Puis je le crois totalement. Les Sénateurs, c'est une très bonne formation. Puis je pense que je ne sais pas si tu as vu ça passer un peu les fameuses statistiques de Money Puck. 58,8 %. Je l'ai dit dans mon intro tantôt, ce club-là va jouer en série. Tu ne peux pas faire autrement. Ce club-là est en feu. Ce club-là joue ailleurs, a amené son jeu ailleurs. Et là, ce n'est pas juste 1-2 joueurs, c'est l'ensemble du club qui pousse dans la même direction. Alors pour moi, je n'ai pas le choix de dire que même à 58 %, je mettrais un vieux 2 là-dessus pour dire qu'ils vont participer aux séries. Moi aussi, je suis de ton avis. Puis, écoute, moi, c'était les probabilités de gagner la Coupe Stanley. Il était parmi les favorites. Selon mon époque, il place les Sénateurs comme parmi les équipes les plus favorites pour gagner la Coupe Stanley. Pour une équipe qui n'a même pas encore assuré sa place à la séries éliminatoires, qui ne fait même pas partie du portrait des séries éliminatoires. Mais ça nous confirme. Quand même long. Ça nous confirme justement ce qu'on disait. Dès que ce club-là, le gros orteil en série, watch out. Va faire plus qu'une ronde, là. Oui, ben, c'est une formation qui est bâtie pour les séries, puis on joue un style de série. On le joue depuis le premier match de la saison régulière. Évidemment que si c'était pas des déboires des gardiens de but, puis que justement on a trouvé des façons de perdre depuis le début de la saison, on a échappé tellement de points qui présentement fait qu'on est dans cette vilaine course-là où est-ce que, un peu comme l'an dernier, on se retrouve un peu dans les mêmes sujets. Puis les gars en ont parlé aussi dans le vestiaire après les matchs en fin de semaine, comme quoi c'est pas une situation différente, là. On s'est présenté l'an dernier après la pause des 4 nations. Là, cette année, c'est après les pauses olympiques, avec justement du retard au classement général à rattraper pour une place en série. Puis c'est ce qu'on ferait présentement. On joue du gros hockey. C'est une équipe qui a le vent dans les voiles. Puis tout ça, dernièrement, en plus, c'est un gros statement quand même, tout ça sans Jake Sanderson. Comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, Thomas Chabot qui joue du très gros hockey. Je pense que justement, tout le monde s'est rallié ensemble. Présentement, on est tous sur la même longueur d'onde avec un Warren Fogle qui vient un peu compléter tout ça. Je pense que présentement, on a 4 trios qui fonctionnent très bien, 3 duos qui fonctionnent encore très bien, puis un gardien de but qui arrête les rondelles. Donc, c'est une bonne formule gagnante. Bon, ben parlons-en de Warren Fogle. Quelle aubaine de l'année, on va vous dire une affaire. Steve Staios a fait ses devoirs parce que pour amener un gars en plein milieu de la saison, il est capable d'avoir du succès rapidement. Je comprends qu'on n'a pas nécessairement un gros échantillon, mais reste que la première impression est la bonne en ce qui concerne Fogle. Or, lui et son compagnon de trio, M. Zetterlund, se sont payés une soirée de 1-1-2 chacun. Faut que je te pose la question parce que pour moi, ça demeure un non-sens. Bien qu'on doit leur donner une dose de respect, ils font un travail incroyable. Mais Amadio et Cousin sur la 3e unité, dans un shutdown, c'est peut-être là la différence. Mais entre toi puis moi puis la boîte à beurre, jouer de même. Pour moi, ben, Pinto va avoir ses 2 nouveaux alliés, puis ça va être Zetterlund puis Fogle. Ces deux semblent bien se voir, et ces 2 gars-là n'ont pas mal plus de potentiel que jouer seulement sur un 4e trio. Vois-tu les choses de la même façon? Ouais, ben écoute, c'est un méchant beau problème que les Sénateurs ont. Big Quand ton quatrième trio, c'est Warren Fogle avec Fabien Zetterlund et Larcellaire. Puis ton 3e trio, c'est Nick Cousins avec Shane Pinto puis Michael Amadio. Écoute, tu as quand même une solide profondeur que plusieurs équipes ont envie, assurément. Puis pour moi, écoute, il n'y a pas nécessairement de presse à changer ces trios-là. Je pense que présentement, Warren Fogle va très bien avec Zetterlund. Je pense qu'on ne touche pas à une formule gagnante. Mais évidemment qu'à long terme, je pense que oui, ils pourraient finalement devenir les alliés de ce trio-là. Mais en même temps, j'adore aussi ce que Michael Amadio fait récemment défensivement avec Shane Pinto, avec Nick Cousins. On dirait que je ne toucherais pas à grand-chose. Si justement on sent peut-être une baisse de régime à un certain point ou on a besoin de
d'un but à certaines occasions, on pourrait potentiellement jumeler Fogle puis Zetterlund, qui ont peut-être un peu plus de touche offensive que Cousins et Amadio. Mais écoute, je pense que présentement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse avec cette formation-là. On a tellement de profondeur, puis ce mouvement d'effectif-là, où est-ce que c'est sans rien enlever à David Perron, mais d'avoir un ailier gauche qui est capable un peu de jouer cette profondeur-là sur un troisième, quatrième trio en désavantage numérique, qui est capable d'apporter de l'offensive aussi. C'est quand même un gars qui a marqué deux saisons de 20 buts consécutives dans les 2 dernières années. Donc, ça demeure un gars qui est capable d'apporter sa touche offensive sur un quatrième trio. Mais comme j'ai dit, si ton quatrième trio joue de cette façon-là jusqu'à la fin de la saison, pour moi, c'est une équipe de série. Et en séries éliminatoires, tu vas être content à maudit des avoir sur ton quatrième trio. Souvent questionné sur le sujet du désavantage numérique, les réponses de M. Travis Green sont souvent brèves, en disant qu'on fait un job depuis le début, puis à un moment donné, les résultats vont venir. Il est pointilleux quand c'est le temps de parler justement de ces unités spéciales. Or, en ce moment, il y a certes améliorations sur lesquelles on doit s'arrêter. Le désavantage numérique est 16-18 en ce moment. 16-18, ça, c'est sur... mon doux Seigneur. 16-18 à leurs 6 derniers matchs. Bon, voilà. Force est d'admettre que l'équipe s'est nettement améliorée dans cette facette du jeu. Y a-t-il quelque chose de différent ou c'est juste l'application du système qui finalement est rentrée dans la tête des gars? Ben moi, je pense que c'est un peu ça aussi. Je pense que oui, l'application du système, on sent que le jeu se resserre, on est là. Je pense qu'il y a un sentiment d'urgence aussi, qu'on le sent que cette équipe-là est tellement prête. On l'a vécu l'an dernier, on sait ce que ça prend. On sait ce que ça prend pour rentrer en série. La majorité des joueurs l'ont vécu, ont de l'expérience quand même de l'année dernière. Je pense que ça part de là. Ça part un peu que tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout le monde a acheté le système de jeu. Puis on sent un désir de vaincre, on sent que cette équipe-là, il n'y a pas grand monde qui soit capable de les arrêter. Là. Pour vrai, là, même les défaites qu'on a eues, là, lorsqu'on regarde un peu face aux Canadiens de Montréal, on aurait mérité un meilleur sort face aux Canadiens. On a joué justement à la fin de match. Jacob Fowler a volé assurément un point aux Sénateurs. Donc, lorsqu'on regarde un peu les 2 défaites en temps réglementaire, je pense que c'est une équipe qui aurait mérité mieux. Puis on aurait pu mériter d'avoir un point pratiquement à tous les matchs depuis 15 matchs. Donc, sincèrement, c'est beau à voir. Puis je pense que le désavantage numérique fait partie un peu de ces succès-là. On n'a pas le choix. Plus la saison avance, et surtout en séries éliminatoires, les unités spéciales, c'est ton bain puis ton beurre. Puis on le voit que cette équipe-là est prête justement à passer à la prochaine étape, mais il reste encore du boulot à faire. Puis comme Shane Pinto le disait hier, si on continue de travailler puis il y a quelques équipes qui nous aident, j'aime nos chances. 3 matchs cette fin de semaine. Cette semaine, plutôt Toronto, Washington et les Islanders. Combien de victoires? Moi, je pense que ça prend au moins 2. Écoute, ça en prend au moins 2, assurément. Moi, je pense que ça prend au moins 4, voire même 5 points sur les 6 là, cette semaine. Puis je pense que c'est accessible. Le plus gros match, évidemment, c'est face aux Islanders. Pour moi, c'est une équipe qui, justement, pourrait se retrouver dans le portrait des équipes repêchées si elle devait glisser un peu. Donc, écoute, ça va être un très gros match. Il va falloir surveiller Jean-Gabriel Pageau, qui aime toujours ça, marquer contre les Sénateurs, contre le Canadien. Il y a toujours un peu cette certaine magie-là. On va pouvoir voir Mathieu Schaefer à l'œuvre. Par la suite, écoute, avant ça, c'est Washington, encore une fois, qui sont peut-être rangés du côté des vendeurs à la date limite, mais ça demeure une très bonne formation de hockey. Puis par la suite, si ça va pas bien du côté des Maple Leafs, écoute, ça va bien du côté du Gatinois Benoît-Olivier Gros, qui a marqué 3 buts à ses 4 matchs depuis son rappel avec les Maple Leafs. Donc, ça va être 3 matchs très intéressants, mais pour moi, ça prend au moins 2 victoires, si c'est pas 3, si on est capable d'aller chercher un 5 points sur 6. On va se donner le maximum de chances de pouvoir chauffer les fesses aux Bruins de Boston et Red Wings de Détroit présentement qui occupent les 2 places d'équipe repêchée. Puis qui sait, peut-être à d'autres formations de la division Atlantique. Il s'agit qu'une petite séquence de défaites là, et les Sénateurs sont dans le portrait des séries et peuvent même aspirer potentiellement là, à se glisser parmi les 3 premiers. Le gars le plus sympathique de la junte médiatique de la capitale nationale. Zach, merci, mesdames, messieurs. On lui reparle ce mercredi. Vous lisez quotidiennement dans le quotidien Le Droit. Monsieur, merci. Je vous salue bien bas. Bonne fin de soirée. On se reparle mercredi. Bonne soirée. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.